Bonjour Florence Aubenas. Bonjour. Alors vous êtes grand reporter pour le journal Le Monde, vous avez travaillé aussi pour le journal Libération. Alors je fais un grand raccourci en 2005, parce que ça c'est resté dans nos mémoires bien entendu, lors d'un reportage en Irak, que vous êtes pris en otage à Bagdad, ainsi que votre guide, une captivité qui va durer 5 mois. Vous allez en écrire un livre. Non. Non? Justement. Et c'est très marrant parce que c'est quelque chose que j'ai toujours raconté, parce que je pense que les gens ont été extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils ont lancé des ballons en disant « libérez-la », etc. Et j'en ai été particulièrement émue. Mais tous les jours au JT, les JT commençaient par votre photo. Et on en a tellement parlé que tout le monde a lu le livre qui n'a jamais existé. Ah, c'est dingue, parce que moi je suis berné aussi. Mais exactement. Et ce livre n'a pas existé pour une raison très simple. Et c'est très rare que je l'évoque, et je vais le faire pour vous. C'est qu'en fait... quand on est pris en otage comme ça, les gens manient la carotte et le bâton. Et donc la plupart du temps, on vous oblige à faire des choses, vous êtes puni, vous êtes maltraité, etc. Et les jours où, par hasard, ça va bien, parce qu'il faut faire une vidéo pour réclamer quelque chose à votre gouvernement ou des choses comme ça, ils essaient d'être gentils, entre guillemets. Et donc ils vont vous dire, écoutez, vous allez vous en sortir finalement, on renonce à vous exécuter, donc voilà. Et en fait, vous êtes journaliste, et quand vous serez libéré, parce que vous serez libéré, vous ferez un livre et vous allez être, alors leur expression m'est restée vissée dans la tête, vous allez être aussi célèbre que Lady Di. Je ne sais pas d'où leur venait la comparaison, qui n'était pas très tentante à vrai dire. Et ça m'énervait, ça me rendait folle. Je me disais, et en plus, il faudrait que je dise merci. Et en sortant, je me suis toujours dit, jamais je ne ferai ce livre pour ne pas leur faire ce cadeau. Mais tout le monde l'a lu, ce livre. Donc voilà. Oui, parce que ça, il y a une espèce d'évidence à ce que... Il y a une évidence, et il y a eu un récit autour de ça, que moi j'ai fait la première, parce que je pense qu'il faut dire aux gens ce qui se passe. Vous avez été sollicité, évidemment. Bien sûr, et il faut le faire. Il faut dire, voilà ce que c'est qu'une prise d'otage, voilà ce qui s'y passe, et voilà comment on s'en sort. Et je pense que c'est important. Mais du coup, ce livre, à sa manière, a existé. Ce livre invisible existe. Génial. Par contre, on vous connaît aussi pour votre immersion volontaire, cette fois, pendant 6 mois en tant que femme de ménage. Là, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Le quai de Ouistreham. On va y revenir, mais je voulais vous demander, pour commencer, vous avez dit, ou j'ai lu, que les médias, selon vous, avaient du mal à restituer le réel. Qu'est-ce qui vous amène à cette réflexion ? Oui, c'est vrai. Alors, les médias arrivent à restituer des événements lourds, c'est-à-dire la terre tremble, la guerre éclate, le réchauffement climatique, etc. Donc les journaux, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient télévisés, sont faits pour ça, les gros titres, les images chocs, voilà. Et ces récits-là, on arrive à les faire. Raconter les petites choses, raconter le quotidien, ça, on a du mal. C'est-à-dire qu'on a du mal à se mettre au temps du quotidien. C'est-à-dire les journaux, ils sont faits pour aller vite, pour aller fort, pour prendre des raccourcis, pour marcher avec des bottes de 7 lieues. Et quand il s'agit de dire, voilà, alors comment ça se passe dans l'itinéraire très long, très compliqué d'une femme de ménage, là, on n'y arrive pas. Et c'est ce défi-là que j'ai voulu affronter dans le quai de Ouistreham, en fait. Que vous avez affronté en tant que journaliste ou en tant que femme qui voulait, à travers le biais de l'écriture, après pouvoir expliquer les choses longuement à travers le support d'un livre? En fait, au départ, l'idée était très journalistique. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit, voilà, c'est mon travail, je l'ai fait en pleine crise économique. Donc l'idée était de dire, voilà, comment une femme qui n'a pas de diplôme, qui a passé 50 ans, qui est dans tous les critères, plus elle ne trouvera plus jamais d'emploi, peut s'en sortir par temps de crise. Et donc l'idée était très journalistique. Et en fait, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes beaucoup plus impliqué personnellement que vous ne l'auriez pensé vous-même. Et quand vous posez des questions, vous vous retrouvez à répondre, c'est bien vous qui êtes là, c'est bien vous qui faites le ménage, etc. Et c'est vrai que pour moi, ça a été d'une certaine façon un parcours personnel aussi, cette chose-là. C'est inévitable, évidemment. Oui, moi je vais avoir l'air de bécassine, mais je l'avais pas vu venir, quoi. Je l'avais pas vu venir. Et c'est ça qui était intéressant dans ce métier, c'est-à-dire tout à coup, on se retrouve à un moment, je le dis parce qu'on est là au Festival de l'Intime, face à soi-même, beaucoup plus qu'on ne le penserait. Quand vous êtes sur le terrain à l'étranger, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie de restituer? Vous venez d'en parler, mais quand on est dans une situation de guerre, par exemple, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant?
Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier de journaliste, mais il y a énormément de façons de le faire, et ma façon n'est pas meilleure. C'est en tout cas celle que moi, je sais faire. Et en fait, moi, j'aime rencontrer des gens qui ne sont pas des professionnels de la communication, qui ne sont pas présidents, qui ne sont pas chefs d'entreprise, qui ne sont pas des gens qui les institutionnels, vous les évitez. Exactement, escalité, ou qui vous reçoivent comme ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est des gens ordinaires pris dans des situations extraordinaires. Que ce soit une guerre, que ce soit la recherche d'un emploi, hein, qui est aussi quelque chose à l'échelle d'une vie de fort et de grave. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est cette réalité-là que j'essaye de restituer, que je sois en Irak, en Syrie ou à Ouistreham. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu paradoxal? Je veux dire, c'est comme ce festival ici, qui par ailleurs fonctionne, mais qui fonctionne sur un paradoxe. Faire un festival sur l'intime, il y a quelque chose de paradoxal. Devant 1000 personnes. Devant 1000 personnes, on partage quand même quelque chose d'intime avec quand même énormément de monde, enfin énormément de monde avec d'autres personnes. Et je me demandais dans quelle mesure le journalisme n'est pas lui aussi antinomique de l'intimité. Mais c'est vrai, et c'est assez drôle ce que vous dites, parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans des magazines comme Paris Match ou ce type de magazine People. Vous avez 2 personnes dans des draps de satin au Grand Hôtel de Cabourg ou de Dieu sait où, qui prennent leur café, et la légende, c'est enfin tous les 2 seuls. Et vous savez qu'en face, il y a évidemment toute l'équipe de Match avec une télé, un machin. Bon. Et donc il y a cette espèce de création d'une fausse intimité que vous avez parfois aussi de façon très cocasse à la télévision. On est entre nous, donc je me permets de vous dire, et en face, la France entière, la Belgique entière est en train de vous regarder. Donc c'est vrai que ce festival a ce côté-là. Et à la fois, ici, il y a une forme de magie et d'intimité réelle à être dans ce théâtre, dans une ville qui est grande mais sans être immense. Et surgissent aussi des choses qu'on n'avait pas pensé dire et qu'on se retrouve à dire. Et donc je pense que l'intimité, c'est ça, même si c'est des choses qui ne vont pas être d'une intimité folle, où on ne va pas forcément raconter sa vie, raconter ses pensées, raconter ce qu'on a dans les tripes, on va faire le petit pas de plus, parce que c'est ici, parce que c'est comme ça, parce que voilà. Et je trouve que cet endroit le suscite. Alors un bon reportage, et ça aussi, et un moment où vous avez réussi à faire sortir les gens un peu plus que ce qu'ils voudraient, mais pour vous raconter une situation, pas pour se mettre en scène ou pas, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse toujours, moi aussi. Qui vous anime. Voilà. Est-ce que, pour revenir à la notion de réel, de restitution du réel, est-ce que c'est pas aussi une question de temps? Je veux dire, ici, par exemple, effectivement, on prend le temps de raconter une histoire. Par après, éventuellement, on prend le temps d'acheter le livre et de le lire. De boire une bière sur la place. De boire une bière sur la place, ça fait partie de la démarche. On est à contre-temps de l'immédiateté, notamment des réseaux sociaux où tout est clivé, raccourci. Est-ce que pour faire du bon journalisme, c'est aussi une question de temps? Voilà, je pense que les deux fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a une actualité qui a besoin d'être connue relativement vite. Le G7 a lieu, là on est en train de parler, c'est en train de passer. Et je trouve tout à fait normal que mes collègues fassent la sortie du G7 en disant de quoi on a débattu. C'est factuel. Voilà, c'est du factuel, c'est normal. Et d'autres sujets, d'autres fois, il faut au contraire prendre le temps, creuser. Et je pense que le journalisme et l'actualité marchent sur différents temps comme ça. Et c'est d'autant plus intéressant maintenant qu'effectivement, vous parliez des réseaux sociaux. Ça a émergé et le journaliste s'est trouvé battu d'une certaine façon sur son propre terrain. C'est-à-dire que le tweet de l'homme de la rue, la photo prise par la personne dans l'immeuble en face, elle ira plus vite que votre journaliste qui va mettre son par-dessus et aller sur les lieux. Elle a au moins autant d'impact. Et au moins, si ce n'est plus, parce qu'elle est plus vraie, entre guillemets. C'est-à-dire que... Et donc, on est dans ce temps-là. Et avec, d'une certaine façon, ça a été une grande chance, aujourd'hui, je pense, pour les journalistes, de se rendre compte que cette course à la vitesse, ils l'ont perdue. Techniquement, ils l'ont perdue pour tout un tas de raisons. Et revenir à la lenteur est leur chance. Et c'est vrai que, du coup, moi qui aime ce type de travail, de rester du temps, de passer, de passer du temps avec des gens, etc. C'est une chance maintenant, c'est possible dans un journal. Il y a 10 ans, ça l'était beaucoup moins. C'est bien ce que vous dites, ça fait du bien. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai fait Quai d'Ouistreham, c'était juste au moment où ça basculait d'un côté et de l'autre. Je me souviens, une partie de gens me disaient c'est génial de passer du temps à faire ça, et l'autre partie de gens me disaient enfin, qui va s'intéresser à passer un an avec des femmes de ménage en Normandie?
Et les deux discours cohabitaient. Et aujourd'hui, plus personne ne va vous reprocher de prendre du temps pour faire un reportage. C'est ce qui vous a amené à vous intéresser aux Gilets jaunes. Par ce biais-là, vous avez fait une enquête, c'est ça aussi? Parce que les Gilets jaunes, il y a voilà, le mouvement fait l'objet d'une surinformation plutôt partisane, très clivante. C'est vrai. Et surtout au début, où le mouvement a été compris, en tout cas vu depuis Paris. Et quand je dis depuis Paris, je parle d'une certaine classe politique, d'une certaine classe médiatique, comme, pour aller vite, des gros bourrins. Voilà. Même pas des casseurs au début. C'est des gros bourrins qui ont envie de rouler vite sur la... qui veulent nous emmerder avec leur voiture et qui vont à toute blinde. Et qu'est-ce que c'est que ça, alors qu'on est tous pour le climat. Enfin, et donc il y avait une lecture très sociale d'une certaine façon. Et là, je ne parle même pas d'argent, hein, mais simplement la ville et la campagne, la voiture et la trottinette. Voilà. Et donc, il y avait deux mondes qui se regardaient pas gentiment. Et petit à petit, les choses ont évolué très diversement. Il y a eu des histoires de casseurs, il y a eu d'autres choses. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui nécessite du temps pour le comprendre. Et je pense qu'il n'est pas fini du tout. Il n'est pas fini du tout, d'autant qu'il y a une espèce d'inimitié réciproque, hein, je pense, général, entre les journalistes et les personnes dites gilets jaunes. Hein. Bien sûr. Et alors, évidemment, ne globalisons pas. Hein, donc, c'est certain d'un côté comme de l'autre. Mais c'est sûr qu'il y a eu des choses... Quoi qu'on pense des journalistes, et je pense que nous qui le sommes, on doit être les premiers à critiquer notre métier. Hein. Mais je pense que c'est pas admissible non plus de lyncher quelqu'un dans une foule parce qu'il porte une caméra, d'aller brûler une rédaction. Ça, c'est absolument impossible. Et c'était très frappant, si vous voulez, dans des manifestations en France. C'est la première fois de ma vie qu'en France, je voyais des journalistes de télévision circuler avec des gardes du corps. Aux manifestations, les gens de télé vont avec des gardes du corps. C'est incroyable. Moi, j'ai vu faire ça en Irak. Et là, en France, et à raison, hein, ils se faisaient vraiment démonter. Oui, on l'a vu. On a eu des soucis ici d'une moindre ampleur, mais en Belgique aussi, des équipes qui se sont fait agresser. Et c'est vrai que nous, on doit se poser des questions sur notre métier. Même si cette réponse n'est pas adéquate et que cette violence n'est pas acceptable, nous-mêmes, il faut qu'on se demande pourquoi on en est arrivé là. D'autant que ce que j'ai entendu personnellement de la part de représentants anonymes des Gilets jaunes, puisqu'ils refusaient de se montrer, c'était non, on ne veut pas vous accorder d'interview, on préfère passer directement par Facebook parce qu'on ne vous fait pas confiance, on ne fait pas confiance. Forcément, à la restitution. Oui, donc forcément, c'est censé nous interpeller. C'est la première fois que j'entendais ça. Oui, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a eu deux façons de s'informer parallèles avec les médias tout à fait remis en question, vous manipulez l'information, etc. Et c'était assez impressionnant parce que, justement, sur les réseaux sociaux, avec cette rapidité, cette façon de faire, etc., il y a eu certainement beaucoup plus de manipulation du côté des réseaux sociaux, d'une certaine manière, que de la presse. Mais cette réalité existe pourtant. Tout à fait. C'est vraiment un moment très particulier et un vrai défi pour notre profession. Oui, qui est en cours. Hein. On va terminer cet entretien, même si j'avais 1 milliard de questions à vous poser. Vous êtes arrivé sur Namur il n'y a pas longtemps. Enfin, vous connaissez peut-être un peu Namur Alors, je suis née à Bruxelles. Oui, votre maman, J'y Jacqueline. ai habité 20 ans, donc je connais un peu la Belgique. Namur n'est pas la ville que je connais le mieux. Parce qu'en fait, pendant longtemps, c'était un peu la ville institutionnelle, hein, par rapport à Liège, qui était la ville ouvrière, Bruxelles, qui était la capitale. Et c'est vrai que Namur, c'est peut-être un des endroits où je suis le moins allée. Et chaque fois que j'y vais, je me dis, mais pourquoi je ne vais jamais à Namur? Voilà, j'y suis. C'est une des raisons qui vous a amené à dire oui quand on vous a invité à cette conférence. Qu'est-ce qui vous a amené à dire oui? Le thème du festival m'a plu, parce que je trouve que c'est très paradoxal, c'est vrai, de faire parler de l'intime à un journaliste, etc. Que pour moi, la Belgique est le pays de l'intime. Donc, c'est le pays où je suis née, le pays où j'ai grandi, etc. Donc, je n'aurais pas accepté en France, par exemple, parce que ce n'est pas un pays intime. Pour moi, c'est mon pays de travail, mon pays de nationalité, mais pas le pays... c'est affectif. Oui, affectif, c'est ici. Et donc, oui, et le fait que ce soit à Namur, que ma mère vienne, que voilà, c'était complet. Toutes les bonnes raisons étaient réunies. Merci Florence Aubonaz d'avoir accepté notre interview.